j'ai fait cette chronie en fait, parce que quand j'ai rencontré tous ces... Encore une fois, moi je ne suis qu'une passeuse, hein, donc j'ai vraiment fait l'effort d'aller rencontrer tous les économistes qui sont les pionniers dans cette réflexion, d'imaginer une autre économie, dont ce grand monsieur vraiment extraordinaire qui s'appelle Herman Daly, très peu connu malheureusement par les économistes, ici en France. Hein, voilà. Donc la question c'était comment on fait. Alors j'ai imaginé, c'est pour ça que c'est une chronique, il y a deux leviers, à mon avis, qui sont importants. Alors, la première chose que je voudrais dire quand même, c'est que dans l'histoire de l'humanité, des idées minoritaires qui sont devenues majoritaires, fort heureusement, il y en a à la peine. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'y est pas arrivé qu'on n'y arrivera jamais. C'est ça que je veux dire. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui ont travaillé sur... parce que c'est intéressant, quand on est dans une situation de l'humanité aussi exceptionnelle, parce qu'il faut bien le dire, on n'a pas de chance, c'est tombé sur nous, hein, où on est capable de provoquer la 6e extinction des espèces. Je rappelle que la dernière, c'était quand même il y a 55 millions d'années, c'est nous qui la faisons, celle-là. On est capable de dérégler le climat, c'est quand même assez dingue, hein, n'est-ce pas? On parle d'anthropocène maintenant, bon, bref. Eh bien, tout ça s'est passé en plus très très rapidement. Donc, tous ceux qui... Il y a des historiens, et c'est un signe des temps, qui se sont penchés sur les civilisations qui, avant nous, se sont effondrées. Alors, je parlais de collapse, qui est très bien informé, mais il y en a d'autres, hein, qui sont intéressés à la civilisation des Assyriens, évidemment l'île de Pâques, les Mayas, mais aussi les Romains. Et ils ont constaté qu'il y avait 3 facteurs communs. Ces civilisations qui se sont effondrées, ce n'étaient pas les plus reculées de leur temps, bien au contraire, on verrait, c'est des civilisations très avancées, les Mayas par exemple. Et on connaît assez bien, donc dans ces travaux, vous verrez, vous avez aussi bien des paléontologues, des toutes sortes de scientifiques qui apportent leur savoir, hein, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ils ont trouvé 3 facteurs communs. 1, non-respect des ressources dont on dépend pour vivre. C'est clairement le cas, par exemple, avec les Mayas, hein, qui ont déboisé pendant plusieurs dizaines d'années leurs forêts, etc. Bref, non-respect. L'île de Pâques, c'est pareil. On est en plein dedans, évidemment, parce que, je vous l'ai dit, là, déjà, à partir du mois de juillet, nous avons dépensé les ressources dont nous disposions pour l'année. Hein. C'est complètement dingue. Et là, on est là, on dit « Ah non, il faut continuer avec la croissance. » Vous voyez, enfin, c'est extraordinaire. On va faire comment? Avec quelle croissance? Avec quels matériaux? Avec quels biens? Avec quelles ressources naturelles? C'est absolument incroyable. Donc, deuxième chose, deuxième facteur, problème climatique qui dure. Et dans l'histoire de la planète, vous verrez, il y a eu, par exemple, les Mayas, des sécheresses qui ont duré plusieurs années. Hein. Une première au IIIe siècle et une deuxième fois au IXe siècle. Et donc nous, on est évidemment plein dedans, parce que nous sommes en train de... Vous avez vu les dernières nouvelles pour le dérèglement climatique. Hein, on passe de passer plusieurs tipping points, points de bascule, qui sont l'acidification des océans, qui sont le fait que les arbres sont au bord du stress hydrique dans 70% des forêts, d'après une étude publiée dans Nature récemment. Donc ça veut dire que les forêts ne captent plus du carbone, mais elles en relâchent. La fonte du permafrost, voilà, etc. Donc on est très clairement, et c'est aussi exponentiel, hein, comme la croissance, c'est-à-dire que ça s'emballe. Donc voilà. Et puis, dernier facteur très important, c'est les élites qui se bouchent les yeux et qui sont à côté de la plaque. En fait, elles ne se bouchent même pas les yeux, mais elles sont dans leur bulle, à côté de la plaque. La bulle est une bonne image, parce que c'est la bulle du déni. Et nous sommes encore, nous, aujourd'hui, dans cet état de déni. On voit que petit à petit, moi je cite un économiste que je connais assez bien, qui s'appelle Daniel Cohen, il y a encore 3 ans, il vous disait la croissance est magnifique, il faut qu'on... Là, je l'ai entendu sur France Inter, il a dit la croissance c'est pas la solution, c'est le problème. Ah, ça y est, voilà, c'est tombé là, voilà. Donc ça vient petit à petit. Mais le déni est puissant. Et pourquoi ces élites sont à côté de la plaque? Elles sont à côté de la plaque parce que comme les princes mayas qui voulaient avoir des palais de plus en plus beaux, il fallait les ornementer avec du tuque, et il fallait pour faire le tuque du bois, ils coupaient les forêts, etc. L'île de Pâques, il fallait des statues de plus en plus grandes, et on a coupé jusqu'au dernier arbre, il fallait couper des arbres pour faire les cordes pour tirer les statues, etc. Donc c'est ce que j'appelle le clean bling dans mon livre. On a des exemples assez concrets dans notre pays, n'est-ce pas, de clean bling, et malheureusement ça correspond à ce que on sait depuis quelque temps. Hein, donc vous savez, Oxfam d'abord, l'ONG britannique a fait un rapport, après le FMI. Bon, 1% des plus riches de la planète possèdent autant que 3,5 milliards de personnes sur cette planète. Moins de 30% de milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. Voilà, on est dans une situation d'injustice et d'inégalité croissante. Ça, dans la croissance, vous comprenez, la croissance est une addiction. Hein.
vous verrez, j'imagine dans mon uchronique, on a lancé des grands ateliers de désintoxication à la croissance, donc c'est une vraie addiction. L'addiction est entretenue par les barons de la croissance avec l'endettement et la publicité. Donc c'est une grave maladie, hein, n'est-ce pas? Véritablement. Et donc, ce que je raconte ici, c'est comment on peut sortir de cette logique de croissance et faire en sorte que nous arrivions à convaincre ceux qui sont dans leur bulle et qui continuent de faire comme si de rien n'était, hein, et qui sont et d'arriver à les convaincre que nous sommes sur un Titanic. C'était l'image de Nicolas Hulot qui partage un grand nombre de ce que je suis en train de dire ce soir. Le Titanic, vous savez comment ça se termine. Alors, sauf que dans l'imaginaire de ces 1% qui vivent dans leur bulle, ils pensent peut-être qu'ils vont trouver des petits bateaux pour s'échapper. Sauf que l'effondrement qui se prépare est unique. C'est la fin des conditions de la vie, hein, sur la Terre, ce sera très violent en plus. Donc, voilà. Et donc la question, c'est comment on atteint les 1%. Pour les convaincre qu'il va falloir qu'on se retrouve tous les manches et qu'on trouve un autre modèle économique pour permettre d'éviter ces effondrements. Je repose quand même la question, vous ne croyez donc pas au concept, à l'idée d'une croissance verte, c'est-à-dire une croissance décarbonée, une croissance sans déforestation, une croissance sans pillage des ressources naturelles? Pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable? Non, mais c'est pas, on ne parle pas de croissance dans ce cas-là. La croissance, c'est multiplier. Non, on parle de développement dans ce cas-là, développement technologique, oui, mais pas la croissance. La croissance, c'est une multiplication. C'est ça qu'il faudrait quand même que les gens comprennent. On croit, on multiplie par 2 tous les X années. Il ne faut plus croître, il faut se développer. Donc je donne un exemple, le hamster, ben voilà, vous savez l'histoire du petit hamster, un hamster ça double son poids toutes les semaines pendant 8 semaines, et ça s'arrête, heureusement, parce qu'il ne s'arrêtait pas de doubler toutes les semaines, il pèserait 9 milliards de tonnes au bout d'un an, et il mangerait toute la production de maïs de la planète. Vous voyez? Donc mon hamster, moi je veux qu'il s'arrête de croître parce qu'il s'y croit pas, vous avez bien compris, le fait d'une croissance exponentielle, c'est ça la croissance économique, on double tous les X années selon le pourcentage. Il faut sortir de ça. Le développement, en revanche, oui, mon hamster, je suis contente qu'il s'arrête de grossir à 8 semaines, ou l'enfant c'est pareil, hein, quand vous allaitez votre enfant, le colostrum, c'est 3-4 jours, et heureusement, parce que c'est tellement incroyable que votre gamin, il ferait 2 mètres de haut au bout de 5 semaines s'il continue à boire du colostrum tous les jours, vous voyez. Donc à un moment, on arrête de boire du colostrum, ça s'arrête, stop, mais on se développe, on fait de la musique, on répare son vélo, on cultive ses tomates, on fait du théâtre, voilà. Donc il faut sortir de la logique de la croissance, vous comprenez ce que je veux dire, et rentrer dans celle du développement. Et le développement, ça passe par plein de choses. Le développement, donc c'est plus l'obsession du toujours plus de multiplier par 2, par 3, par 4 le nombre de voitures, le nombre de machines à laver, le nombre de etc. C'est de se dire comment on atteint le bien-être pour tout le monde. Et je rappelle que c'est quand même une minorité pour l'instant qui vit largement au-dessus des moyens de la planète d'ailleurs. Et comment on fait en sorte. Donc on a besoin du progrès technologique toujours, hein, on va toujours faire mieux, mais ça c'est du développement. Mais on ne multiplie pas les voitures, il faut arrêter. Il y a 1 milliard de voitures sur la planète, on respire déjà plus dans la plupart des villes. C'est quoi le but? C'est qu'on ait chacun une voiture, on est 7 milliards, mais vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Donc non, on ne veut plus de voitures, on veut plus que le but dans la vie, c'est pas que chaque habitant de la planète ait une voiture, c'est qu'il y ait des voitures, oui, mais qu'on les partage, et qu'on développe les transports en commun dans les villes, et qu'on partage les équipements. Donc ce ne sera pas de multiplier. Donc dans la société post-croissance, l'industrie automobile, elle est vraiment mise en sourdine. Hein. Le but, c'est pas de vendre toujours plus de voitures. Et j'espère, et on y arrive. Hein. Moi, j'ai été invité récemment à une carte blanche pendant la fête de l'humanité, c'était la CGT qui m'a fait venir. Et j'ai tenu en gros le discours que je viens de faire là ce soir. Et je croyais que j'allais prendre des tomates. Parce que j'ai cité notamment, c'était il y a 2 ans, j'avais entendu un délégué CGT qui parlait de fermeture d'usine, je ne sais plus si c'était Peugeot, enfin, etc., en disant c'est terrible, on pourrait vendre des centaines de milliers de voitures en Asie. Et moi je suis désolée, c'est pas ça le but. C'est plus ça le but. Je dis pas qu'il ne faut pas que les Asiatiques aient de voitures, mais le but ça ne peut pas être ça. Donc, et fort heureusement, j'ai pas pris de tomates à la fête de l'UMA et j'ai même été applaudi. Et les syndicats sont rentrés aussi dans cette réflexion que la croissance, y compris du pouvoir d'achat, je vais faire encore plus crier, parce que le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de consommer. Hein. Donc, moi, je pense que ce qui est beaucoup plus révolutionnaire, excusez-moi, c'est de redonner la capacité aux gens d'être autonomes le plus possible d'un point de vue alimentaire, par exemple, etc., énergétique, etc. C'est ça la révolution, entre guillemets. Alors, comment on fait, François? Vu l'état d'inertie du système, mais ce n'est pas définitif. Les systèmes, ils évoluent. Ils évoluent parce que les citoyens poussent, c'est ça que montre l'histoire de l'humanité.
Les idées minoritaires qui étaient majoritaires, c'est parce que les gens ont poussé dans la rue par ce qu'ils faisaient. Donc on a besoin de toutes ces initiatives que vous décrivez dans Oui Demain, n'est-ce pas? Qui sont très nombreuses, comme tu le sais. Que moi j'ai écrit. Oui, il y a une espèce de cristallisation un petit peu. Partout, Voilà. mais on a besoin des politiques. C'est pour ça que j'imagine que M. Hollande a compris que la croissance n'était pas la solution, mais le problème, et lance la grande transition. Et ça fait effet domino. Alors c'est pas, ça vous fait rigoler parce que vous, voilà, mais n'empêche que ce n'est pas exclu que ça arrive. Parce que moi je voyage beaucoup. Partout dans le monde, il y a de plus en plus de jeunes dans les rues. Il y a de plus en plus d'économistes qui s'interrogent sur le bien fondé de ce modèle économique fondé sur le toujours plus, n'est-ce pas? De plus en plus y compris d'hommes politiques qui se rendent compte. Tu parlais des européennes. Moi je m'intéresse beaucoup à toutes ces questions depuis des années, mais il y a quand même une progression, y compris dans les votes des citoyens, qui montre que la préoccupation écologique est en train de croître. Alors là, ça peut croître à l'infini. Hein. La préoccupation écologique, il n'y a pas de limite dans la croissance. Mais donc on a besoin des politiques parce qu'on n'a plus le temps. C'est ça le problème. Tu parlais de Denis Meadows, qui est donc l'un des co-auteurs du rapport du Club de Rome, vous savez, paru en 1972, qui s'appelait Halte à la croissance. Tire à 30 millions d'exemplaires, ce qui faisait du peu quand même, réédité régulièrement avec des ajouts. Je l'ai interviewé, Denis Meadows, effectivement, et il me dit, si on serait en 72, on a le temps encore. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on a fait, c'est ce que j'appelle moi l'ère du grand gâchis. Le gâchis érigé en système économique. Chacun a une voiture, deux voitures, chacun a une machine à laver alors qu'on peut en avoir une par immeuble, etc. Chacun a une tondeuse à gazon, donc des pelouses avec des pesticides, des puits de tomates dans les jardins, etc. C'est tout ce modèle qui s'est mis en place. Voilà, c'est l'époque du grand gâchis. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc pour ça, pour changer d'échelle, pour encourager tous ceux qui montrent qu'on peut faire autrement, tous les lanceurs d'alerte, on a besoin des politiques qui prennent des bonnes mesures. Et moi, j'imagine que M. Hollande, quand il a compris en 2014 que nous allions vers l'effondrement, l'une des premières mesures qu'il arrive à obtenir de la Commission européenne, qui évidemment se range derrière lui, donc c'est ça l'Uchronie, c'est d'interdire l'obsolescence programmée et de considérer que c'est un écocide, un crime contre l'environnement. Le fait de ne pas produire des téléphones portables qu'on peut réparer et qui durent 30 ans, c'est un crime contre l'environnement. Donc dans la société post-croissance, on n'envoie pas en prison ceux qui mettent des téléphones portables qui ne sont pas réparables comme aujourd'hui. Mais on les taxe, c'est-à-dire qu'on taxe les comportements délictueux, non respectueux de l'environnement, y compris des normes sanitaires, etc. Et on fait tout l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'agriculture, les primes sont accordées aux pollueurs. Excusez-moi, je suis fille de paysan, je n'ai pas arrêté de le dire, c'est la vérité. Dans le modèle que nous voulons, eh bien, ceux qui veulent polluer, qui continuent de polluer, ils sont taxés, et les autres sont encouragés par des aides. Enfin, donc, c'est la prime au bon comportement. Donc voilà, alors évidemment, quand vous taxez énormément, si vous, un téléphone portable qui n'est pas réparable, vous voyez ce que ça veut dire. Enfin, eh bien, à un moment, ça coûte trop cher, donc ça s'arrête, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une des mesures qui est prise, mais il y a plein, on sait ce qu'il faut faire, hein, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est la volonté politique de mettre tout ça en musique et de s'affronter aux lobbying qui sont dans leur bulle, très liés au système financier. J'accorde une part assez importante là-dedans, que vous compreniez comment la financiarisation de l'économie nous a amené dans l'impasse dans laquelle nous sommes. Ça fait partie de l'ensemble, évidemment. Et je rappelle qu'aujourd'hui, 95% des transactions financières, c'est de la pure spéculation, ça n'a plus rien à voir avec l'économie réelle, rien. Donc voilà. Donc c'est possible à condition qu'évidemment les hommes politiques, les femmes politiques prennent des mesures pour changer d'échelle rapidement. Voilà. Là, on termine sur cette note plutôt optimiste, hein, c'est quand même un futur souhaitable. Et puis, à vous la parole.